Il est intéressant de connaître, il a bien expliqué Dr. Charoux, c'est l'histoire des facteurs de croissance. Le premier facteur de croissance a été découvert par Rita Levi-Montalcini en 1940. Et ce n'est que 40 ans plus tard qu'elle a reçu le prix Nobel avec Stephen Cohen par cette découverte. Pendant 40 ans, personne ne savait à quoi ça servait. Suivante diapo, s'il vous plaît. Et puis, dans les années 70-80, se sont développées les cols de fibrine. Ce sont les dentistes qui nous ont appris à utiliser le facteur de croissance. Ils avaient besoin d'utiliser cette fibrine après les extractions dentaires pour atteindre une meilleure ostéo-intégration des implants dentaires qu'ils utilisaient. Il y a 15 ans, Anito, il était très ami à moi de Vitoria, il habite ici comme moi, il m'a appris le rôle des facteurs de croissance dans la régénération osseuse. Alors je me suis demandé pourquoi ça ne pourrait pas servir pour d'autres lésions de l'appareil locomoteur. Et en 7 ans et demi, on a commencé un long chemin passionnant sur la recherche des facteurs de croissance. Diapo. Et alors, quels ont été vos premiers résultats? Bon, nous avons publié en 2003 nos premiers résultats avec un cas d'une avulsion traumatique et cartilagineuse chez un jeune adolescent au jour de foot. Nous avons synthétisé la pièce de cartilage arrachée et on a eu une récupération à 100% très rapide. C'était le premier article publié dans la littérature scientifique mondiale sur les facteurs de croissance en orthopédie. Diapo. Puis, dans les années suivantes, on a travaillé sur les tendons. Et puis, en 2007, on a publié les résultats sur les ruptures de tendons d'Achille chez les sportifs. On a réussi à diminuer le temps de récupération des sportifs pour la reprise du sport de 22 semaines sans facteur de croissance à 14 semaines avec facteur de croissance. Aussi, on a travaillé aussi sur les ligaments croisés. Et on a vu qu'on avait une ligamentisation beaucoup plus rapide quand on utilise le facteur de croissance. Et on voit presque plus jamais des élargissements des tunnels tibialo-fémorales. Et on a fait des biopsies dans les ligaments implantés. On a vu une excellente vascularisation de nos plasties, une cellulité bien accrue. Diapo. Et puis, peut-être nos meilleurs résultats, c'était sur les lésions musculaires. Et les lésions musculaires sont un thème très discuté à cause du risque théorique de fibrose quand on utilise le facteur de croissance. Pour éviter, il est indispensable d'utiliser un PRP sans leucocytes. Et puis, il faut bien connaître le protocole de filtration de traitement dans les lésions musculaires. Il faut traiter ces lésions le plus tôt possible. Il faut vider l'hématome s'il existe. Il faut injecter les facteurs de croissance au niveau de la lésion, mais aussi il faut injecter le tissu sain autour de la lésion. Il faut stimuler les cellules saines. Et pour cela, il faut injecter aussi près des aponevroses. C'est là qu'il y a le plus nombre de cellules mères, de cellules souches. Diapo. Et pour terminer, nous avons publié aussi nos résultats sur les pseudoarthroses hypotrophiques des os longs, avec de très bons résultats. Vous avez certainement dû rencontrer des difficultés pour arriver à ces résultats, justement. Oh, ça n'a pas été facile, non. Tout d'abord, il était très difficile de publier nos premiers résultats, puisque personne n'avait une expérience avec le facteur de croissance dans l'appareil locomoteur. Les éditeurs des différentes revues scientifiques avaient beaucoup de difficultés pour pouvoir juger nos résultats, nos travaux. Et par ailleurs, il a été très dur, ça continue à l'être peut-être, de lutter contre le scepticisme des autres médecins chirurgiens qui ne croient pas trop à la biologie. Et c'est comme toujours à l'histoire de la médecine, les choses les plus simples, c'est peut-être les plus difficiles à être acceptées. Et il y a quelques années, on a eu aussi beaucoup de problèmes avec la WADA, l'Agence mondiale antidopage, parce qu'il a fallu leur faire comprendre que le PRP n'était pas un doping, n'avait rien à voir avec un doping sanguin. Alors, nous avons vu que vous avez obtenu vos premiers résultats en travaillant sur le tendon, mais très vite, vous vous êtes aussi intéressé à l'arthrose. Pourquoi ? Bon, nous avons toujours considéré l'articulation comme un organe entier, avec 3 tissus, le cartilage, la membrane synoviale et l'os sous-chondral. Et l'arthrose est une défaillance de tout l'organe entier. Il se produit un déséquilibre entre les facteurs anabolisants et catabolisants, avec une destruction progressive du cartilage. Le PRP essaie de retrouver l'homéostasie de l'articulation. Suivante. Et le PRP, on connaît bien, le PRP contient des facteurs angiogéniques, trophiques et anti-inflammatoires.
Et en plus, on induit une synthèse accrue d'acide hyaluronique. Et finalement, on vient de savoir que le PRP contient une quantité importante de lubricine qui confère au PRP les mêmes propriétés lubrifiantes que le liquide synovial. Diapo. Alors, avec ces idées, nous avons commencé à traiter les malades arthrosiques avec du PRP intra-articulaire, avec des très bons résultats. On a publié tout ça en 2007, en 2008. Et finalement, en 2012, on a réalisé un essai clinique double aveugle randomisé de niveau 1 qui a reçu le prix au meilleur travail de niveau 1 de la revue Arthroscopie. Et depuis ça, il y a d'autres auteurs qui ont publié beaucoup de papiers, d'articles avec des essais randomisés et avec des PRP en arthrose. Et nous avons dédié beaucoup de temps aussi à étudier l'intercommunication entre l'os sous-contral et l'articulation. Pour cela, nous avons été à une époque où le PRP a du bleu méthylène chez l'animal et on a vu que ce PRP diffusait de l'articulation dans le cartilage quand on l'injectait dans l'os sous-contral. Diapo. Et cette diffusion est bien montrée, vous voyez la vidéo, oui, est bien montrée dans cette vidéo. Une fois qu'on débrise le cartilage pathologique, on injecte le PRP par la face interne du condyle interne et on voit comme le PRP sort dans l'articulation en portant des cellules et protéines. Il se coagule au niveau de la lésion. Diapo. Alors c'est cette méthode que nous utilisons depuis quelques années pour traiter les lésions osteochondrales avec des résultats surprenants du point de vue clinique et histologique. Diapo. D'autres équipes aussi ont confirmé la communication qu'il y a entre l'os sous-contral et l'articulation. Ils ont bien compris la nouvelle physiopathologie de l'arthrose. Il se produit des micro-lésions dans l'os sous-contral avec une guérison incomplète responsable d'une sclérose et d'une perte d'élasticité de l'os sous-contral qui a comme conséquence une lésion progressive du cartilage. Il semble logique donc qu'injecter l'os sous-contral pourrait avoir un bon effet sur l'arthrose. Diapo. Et donc, quel est le protocole que vous recommandez? Bon, nous utilisons le protocole suivant quand nous infiltrons dans l'os spongieux, dans l'os sous-contral. La première infiltration, on l'a fait en salle d'opération sous anesthésie locale et sédation. Tout d'abord, nous vidons l'épanchement articulaire et nous infiltrons l'articulation avec 8 cm3 de PRP. Et après, nous injectons 4 ou 5 cm3 de plasma dans le condyle interne ou externe à l'aide d'un trocar spécial qu'on utilise pour les biopsies osseuses. Et nous faisons la même chose pour le tibia. Et après, nous infiltrons 8 cc dans les 2 semaines suivantes, une fois par semaine, d'une façon seulement intra-articulaire. Et ce, quel que soit le résultat, quel que soit le type de vos patients? C'est-à-dire qu'ils soient sportifs de haut niveau ou non? Non, pour les cas, pas grave. Pour les chondropathies faibles ou modérées, on fait seulement un traitement intra-articulaire. Et une fois qu'on a essayé la kiné, la viscosupplémentation, les anti-inflammatoires, si tous les traitements ont échoué, on indique un traitement intra-articulaire avec un PRP sans leucocytes. Alors on fait 3 infiltrations, une par semaine, pendant 3 semaines. Et l'amélioration de symptômes débute au bout de 4 à 8 semaines et dure pendant 6 mois. D'accord. Dans les cas les plus sévères ou dans les nécroses du condyle, et surtout dans les patients jeunes ou avec des contre-indications à autre chirurgie, on utilise la voie intra-osseuse dans l'os sous-contral. Alors on infiltre une fois dans l'os sous-contral et puis 2 semaines suivantes, on infiltre d'une façon intra-articulaire. D'accord. Et aujourd'hui, que donnent les résultats de vos dernières études? On vient de terminer une étude pilote sur cette méthode et on a traité 16 malades avec une arthrose sévère de grade 3 ou 4 d'Albac. Et on a eu des excellents résultats. Mais il faut noter 2 autres faits. Nous n'avons jamais eu de complications d'effets secondaires avec cette méthode. Et en plus, on a vu que le liquide synovial des genoux arthrosiques pourrait être une excellente source de cellules mères des enzymateuses qui ont la capacité de se différencier en adipocytes, en chondrocytes et en ostéocytes. Donc, le liquide synovial des arthroses a un nombre important de cellules souches. D'accord. Alors, j'imagine que vous êtes déjà tourné vers demain, vers l'avenir. Quelles pourraient être les avancées majeures? Bon, là, on rêve, on commence à rêver. Pour le moment, on a vu que quand on fait ça, on atteint les 3 tissus d'articulation, la synoviale, le cartilage et l'os sous-contral.
et on traite l'articulation comme un tout. Alors on réduit la douleur et on modifie l'environnement inflammatoire et catabolique de l'articulation. Et tous ces changements cellulaires et protéiques pourraient modifier l'évolution de l'arthrose. Alors actuellement, nous sommes en train d'étudier s'il existe des modifications dans la composition en cytokines et protéines du liquide synovial. Mais aussi, on a vu qu'il y a des effets à distance. On connaît bien qu'il y a les cellules mères, cellules souches des os, de l'os spongieux à distance de l'articulation sont malades aussi. Et on veut savoir si ces cellules souches à distance peuvent s'améliorer en injectant le PRP au niveau de l'os sous-contrainte du genou.